Donc moi, j'ai aucune problématique à dire concrètement que je suis une personne misandre et que je déteste les hommes et le groupe social qu'ils représentent dans cette société, puisque c'est un groupe social qui opprime le mien et plein d'autres groupes sociaux d'ailleurs. Outre le fait que cette vidéo soit assez sidérante de prime abord, elle comporte certaines énormités et c'est vraiment très dommage de constater cela. Les propos tenus par cette femme, ils sont la représentation de l'américanisation de la pensée, avec une volonté constante de mettre en place une dichotomie. Les propos tenus par cette femme, ils sont dangereux puisqu'ils incarnent la misandrie de plus en plus fréquente dans le discours des néo-féministes. Une misandrie qui, bien évidemment, derrière sa façade de colère légitimée, de colère justifiée, occulte une réalité bien plus vaste et structurée. Cette réalité bien plus vaste et structurée qu'elle occulte, qu'elle ignore, qu'elle supprime, qu'elle balaye, c'est la réalité de la lutte des classes, qui est commune à tous les individus. Avec ces propos, nous avons l'impression que c'est une vision manichéenne qui est présentée, une vision manichéenne qui a pour but de séparer mécaniquement les hommes et les femmes, en les opposant, en créant ainsi une dichotomie, notamment à travers le terme « l'homme est un groupe social ». Or, c'est absolument faux. L'homme, ça n'est pas un groupe social, ça ne peut pas être un groupe social. Avant toute chose, l'homme et la femme sont des catégories biologiques. Ils ne forment pas à eux seuls un groupe social dans le sens biologique du terme. C'est une erreur sémantique qui est réalisée ici par cette femme. Ce qui serait réellement intéressant ici, c'est de savoir ce que c'est un groupe social, puisque c'est le terme employé par cette femme durant cette vidéo. Un groupe social, c'est un ensemble d'individus formant une unité sociale durable, liée par des valeurs communes, une position sociale similaire et des interactions réciproques. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en premier lieu, les individus sont régis par leurs conditions sociales avant d'être régis par leur genre. C'est cela qui les définit. C'est pour ça que le terme position sociale similaire est capital à comprendre ici. Ce qu'il faut développer plus profondément, c'est que ce n'est pas le genre, mais la classe sociale qui définit et qui structure la trajectoire professionnelle et personnelle des individus au sein de la société. Il y a une phrase de Marx très intéressante qui nous montre la primauté des rapports de classe avant la primauté des rapports de genre. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été qu'une éternelle lutte des classes. C'est une phrase dite dans le manifeste du Parti communiste, un livre coécrit par Marx et Friedrich Engels en 1848. C'est une phrase fort intéressante qui vous montre encore une fois la réalité du monde jusqu'à nos jours. De la jeunesse de ce monde jusqu'à nos jours, ça n'a été qu'une éternelle volonté de transcender sa condition sociale. La lutte des classes, c'est l'histoire de ceux qui souhaitent transcender leurs conditions, gravir l'échelle sociale, accéder aux victuals du pouvoir, aux privilèges de la richesse, et ceux qui, déjà au sommet, s'emploient à orchestrer leur maintien. Deux femmes peuvent n'avoir rien en commun. Une femme appartenant au milieu de la haute bourgeoisie n'a que peu à voir avec une femme appartenant au milieu du prolétariat. L'une vit dans un univers verdoyant de privilèges et de capital symbolique qu'elle peut s'accorder. Elle vit dans un univers où, effectivement, elle a vécu une éducation où elle vivait dans l'abondance grâce à la possibilité d'étudier dans des écoles avec un capital symbolique bien plus élevé, en étant dans un système où la reproduction sociale la favorise et où elle a accès aux plus grandes sphères de pouvoir dans le monde. Et l'une vit dans un milieu dans lequel, bien évidemment, elle n'a peu de privilèges, elle a une situation sociale qui est misérable et qui, effectivement, connaîtra sans doute une reproduction sociale et devra attendre probablement 6 générations avant que sa famille connaisse une mobilité ascendante. C'est d'abord leur réalité sociale qui les sépare. D'ailleurs, celle qui vient d'un milieu prolétariat, ouvrier ou peut-être un milieu d'une famille qui est en dessous du seuil de pauvreté a pour but d'abord de s'alimenter puisque le coût de la vie la perturbe. Là où l'une peut avoir comme objectif de connaître une promotion salariale et le coût de la vie ne l'affecte pas puisqu'elle est dans une position sociale favorable. L'une vit dans un milieu verdoyant d'opportunités, l'autre vit dans un milieu soporifique en termes d'opportunités. En réalité, celle du milieu social élevé n'a que peu à voir avec sa consoeur, qui vit dans les marges invisibles de la société.
C'est Pierre Bourdieu qui nous permet de théoriser cette idée du capital symbolique et de la condition sociale qui définit la trajectoire des individus, le concept de reproduction sociale. Il inaugure 4 capitaux très importants. Le capital économique, qui sont les ressources financières de départ, le capital social, qui est le réseau, le relationnel et les opportunités qu'il t'offre, le capital culturel, qui sont les connaissances, les manières de parler, les goûts légitimes, et évidemment le capital symbolique, qui sont la reconnaissance et le prestige. Exemple, un diplôme qui est prestigieux, une école qui est prestigieuse. Un individu ayant étudié au lycée Henri IV aura bien plus d'avantages et aura bien entendu la possibilité de connaître une vie et un avenir radieux par rapport à un individu ayant étudié dans un lycée à Créteil dans le 94. C'est d'abord une réalité sociale qui les sépare puisque symboliquement leurs écoles ne valent pas la même chose. Tous les établissements ne se valent pas, tous les réseaux ne se valent pas et tous les individus ne naissent pas dans le même cadre et n'ont pas la possibilité de connaître le grand théâtre social. Il faut reconnaître cette mosaïque de départ inégaux pour admettre que c'est avant tout la condition sociale qui définit la trajectoire des individus et qui nous permet de savoir qui oppressera qui. C'est une réalité sociale qui est évidente pour comprendre le monde tel qu'il est. Avant de le comprendre sous le prisme et le paradigme du genre, il faut le comprendre sous le prisme et le paradigme des opportunités sociales et la lutte des classes et du paradigme du dominant-dominé. Ainsi, parler d'homme contre femme revient à effacer et à ignorer une réalité sociale. La réalité de ce système tel qu'il est, de cette reproduction sociale qui vient à tracer notre avenir et nos trajectoires avec une précision kaléidoscopique. C'est la raison principale pour laquelle ce système de guerre des sexes doit cesser, car il ne favorise en rien les hommes et les femmes, et ne fait que créer des dissensions, des divisions, une dichotomie qui, in fine, n'a aucun intérêt pour nous, puisqu'elle nous sépare. Les pauvres ne font que rester pauvres au profit d'une égalité qui est illusoire. Il y a une réalité évidente, c'est qu'une femme du cinéma, appartenant à un milieu social de la bourgeoisie, voit ses enfants accéder aux éducations les plus prestigieuses et symboliquement bien plus élevées qu'un homme appartenant au milieu de l'usine, au milieu du secteur du secondaire et en étant dans le bâtiment ou dans le BTP, qui lui voit ses enfants s'ancrer dans ce déterminisme social et devra attendre 6 générations avant de connaître une mobilité ascendante. C'est d'abord la réalité qui les oppose. C'est en premier lieu l'élément que nous devons mettre en avant. Avant de parler de guerre de sexe, nous devons parler de guerre sociale, de la personne qui appartient au milieu le plus bas socialement face à la personne qui appartient au milieu le plus haut socialement. Et ça, c'est totalement indépendant des genres et des sexes. C'est la raison principale pour laquelle parler de groupe social quand on parle d'hommes, c'est une hérésie phénoménale. Ce que je dis, ce ne sont pas des opinions, ce sont des faits. Ce sont des faits que le déterminisme social touche d'abord les individus et ne touche pas uniquement les femmes. Ce sont des faits de dire que 80% des enfants de cadres deviennent des cadres et que 10% des enfants d'ouvriers deviennent des ouvriers. Et qu'en premier lieu, ce qui doit être traité, c'est les inégalités sociales entre les individus et le concept d'égalité des chances. C'est ainsi que la société pourra correctement fonctionner et que le combat féministe pourra être mis en avant correctement. D'ailleurs, l'immense pluralité de féminisme devrait nous poser des questions quant au fait que la femme serait un groupe social ou que l'homme serait un groupe social. Si la femme était un groupe social, il suffirait d'un seul féminisme pour parvenir à pouvoir conjuguer leurs forces autour de ces derniers. Mais la pluralité de féminisme actuel, des groupes comme Némésis, des groupes comme les Antifa, démontrent effectivement que le féminisme actuel ne sert pas toutes les femmes et que c'est avant tout une question de conditions sociales, de connivence, d'intérêt commun. Mon ami, rejoins ma newsletter, je t'enverrai régulièrement des mails sur des sujets de société, de communication et des articles noétiques pour nourrir ta réflexion. Si tu aimes penser autrement, tu es au bon endroit. Rendez-vous sur ma newsletter. Écoutez, si vous n'êtes pas d'accord avec mes propos, je vous invite sincèrement à poursuivre la réflexion et à me contacter en DM Instagram. Mon Instagram est présent dans la barre de description. Vous pourrez me contacter et nous organiserons un débat très intéressant.